Il est 8h19, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est le député européen Les Républicains Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur. Oui, merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Brice Hortefeux, ma première question s'adresse aux députés européens. Où est l'Europe ? Quel numéro l'Europe quand on voit l'escalade et les tensions exacerbées entre l'Iran et les États-Unis ? Oui, c'est précisément utile de rappeler que l'Europe était absente et que d'ailleurs au sein de l'Europe, la France est singulièrement absente de ce qui se dessine comme face-à-face. Nous étions déjà un peu consultés lors du face-à-face turc, face-à-face avec triple face, turc, russe, américain, et donc c'est un mauvais signal du fait d'être absent, et donc il faut que l'Europe puisse s'exprimer de plus en plus d'une voix et d'une seule. D'une voix et d'une seule entre les différents pays, mais pour dire quoi encore ? La désescalade et après, qu'est-ce qui va se passer ? Précisément, avec les événements qui se sont déroulés ces derniers jours, il y a un signal, il y a eu... Oui, une escalade qui pouvait être d'ailleurs compréhensible puisque les États-Unis ont été agressés, leur ambassade menacée, et les Iraniens ont réagi, semble-t-il, sous réserve d'informations complémentaires de manière ciblée. Donc, il est temps, après l'escalade, de passer à la désescalade. C'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt des Iraniens, c'est l'intérêt des Américains et c'est l'intérêt de la paix dans le monde. Dans quelques heures, Brice Hortefeux, à 14h précisément, heure française, se tiendra la conférence de presse attendue de Carlos Ghosn, l'ancien patron déchu de Renault-Nissan, va donc livrer sa version, sa vérité et très probablement dénoncer le système japonais. Sur sa fuite, est-ce que vous êtes plutôt compréhensif, indulgent ? Bon, c'est tout à la fois une justice japonaise surprenante et une évasion étonnante. Le système judiciaire japonais, évidemment, laisse perplexe, parce que si ce qui est exact est confirmé, c'est-à-dire qu'il a vécu une incarcération préventive, comme d'autres, j'imagine, dans une pièce de 6 mètres carrés et demi, avec la lumière allumée nuit et jour, sans avoir accès à ses médicaments, à ses soins quotidiens, et puis, de l'autre côté, une évasion qui est digne de Monte Cristo. Donc, l'essentiel, je crois, c'est que Carlos Ghosn puisse à la fois s'exprimer et s'expliquer et être jugé sereinement. Une question précise, s'il souhaitait Carlos Ghosn venir en France, quelle devrait être l'attitude de la France selon vous ? Je suis étonné d'ailleurs que le gouvernement ne soit pas plus clair et précis sur ce sujet. C'est-à-dire ? Il y a une loi de 1927, donc qui n'est pas faite pour M. Ghosn, c'est une loi de 1927 qui a été d'ailleurs modifiée sous Dominique Perben en 2004 et confirmée, qui indique très clairement que lorsqu'il n'y a pas d'extradition, lorsqu'il s'agit d'un citoyen français, sauf dans le cas d'un mandat d'arrêt européen, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que selon vous, la France n'en fait pas assez ? Par la voix de Bruno Le Maire, il est indiqué que la France défend d'abord ses intérêts à travers Renault, mais est-ce qu'il faut faire davantage par rapport à l'homme, Carlos Ghosn ? Il faut que les droits de chacun soient respectés, et notamment en rappelant sans ambiguïté cette règle de non-extradition. Bon, vous le soutenez quand même. Hier, vous savez qu'il y a eu un soutien assez inédit, étonnant. À votre place, au micro d'Europe 1, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Oui, il nous a habitués à beaucoup de surprises dans beaucoup de domaines. Il a dit d'ailleurs que ce n'est pas une affaire de classe sociale. Les droits de l'homme, estime Jean-Luc Mélenchon, doivent être évidemment défendus, et ça vaut pour Carlos Ghosn. Eh bien, ça sera ma journée pro-Mélenchon de l'année. Il n'y en aura qu'une. Écoutez, attendons la suite. L'actualité sociale, Brice Hortefeux à présent, 35e jour de grève contre la réforme des retraites. On va évoquer le fond, bien sûr, mais tout d'abord en préambule, pour qu'on soit clair. La droite que vous représentez demande le retrait de ce projet ? Bon, il faut avoir à la fois le courage et la lucidité d'affirmer qu'une réforme doit être engagée, mais pas avec ce projet cafouilleux auquel personne ne comprend rien et qui inquiète donc tout le monde. Il faut donc le retirer pour autant ? Il y a un aspect... C'est ce qu'a dit Christian Jacob. Oui, mais je vous le dis, il faut engager une réforme tout simplement pour préserver l'avenir de nos retraités. Sur ce point, le gouvernement a raison. Mais le problème, c'est qu'il a tort sur tous les autres. Le premier point, d'abord, aujourd'hui, c'est une avancée. L'opinion publique a enfin parfaitement compris
qu'il fallait bouger. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie augmente, on le sait de manière spectaculaire. Depuis 1960, on a gagné 8 ans pour les hommes, ce qui est réconfortant, 6 ans pour les femmes aussi, ce qui est bien, mais que d'un autre côté, il y a de moins en moins de cotisants. C'était en 1960 4,14 cotisants pour un retraité. En 2019, ça sera vraisemblablement autour d'1,6 c'est donc pour le un moment retraité. et il faut Donc, faire cette attendez, réforme ça veut dire selon qu'il y aura un déficit très lourd de 10 milliards. On parle beaucoup de la SNCF. Je rappelle par exemple, pour la SNCF, il y a 141 000 agents à la SNCF et 256 000 retraités, ce qui fait que l'État est obligé d'abonder à hauteur de 3 millions. Bref, tout ça pour vous dire que le système est à bout de souffle et qu'il faut donc l'oxygéner. Mais Brice Hortefeux, je répète ma question parce que si j'ai bien entendu le patron des Républicains, donc de votre parti, Christian Jacob, il dit que c'est tellement cafouilleux qu'il faut retirer purement et simplement ce texte. Ma question c'est, est-ce que vous formulez la même demande ? Il faut proposer une réforme. Donc non, vous n'êtes pas d'accord sur le... Si, je suis totalement d'accord. Il faut proposer une réforme, ce que dit très exactement Christian Jacob, et simultanément, naturellement, modifier, revoir, réécrire, peu importe, la langue française est riche, un texte. Mais moi, qui me frappe, c'est que malheureusement, regardez ce qui se passe. Et voilà, très exactement aujourd'hui, 2 ans, 3 mois et 24 jours que le président de la République a chargé un responsable de préparer la réforme des retraites. Ça s'appelle le dialogue social. Et aujourd'hui, précisément, nous sommes dans une situation de blocage dans certains secteurs qu'on n'a pas connu de toute la Ve République, de toute la IV République. Et c'est de la responsabilité du gouvernement à 1938. Est-ce que c'est de la responsabilité ? Mais bien sûr que c'est de la responsabilité du gouvernement. Vous en avez connu des blocages, vous en avez connu des grèves, vous en avez mis des millions de Français dans la rue. Les Français observent avec... oui, mais précisément, il n'y a pas eu d'interruption des services. C'est ça la grande différence. Oui, il y a eu des manifestations. Oui, très légitimement, les Français se sont exprimés parce que nous avons réussi une réforme. On l'a réussi, ma famille politique, ceux qui en étaient les responsables, ils ont fait la réforme de 1993, ils ont fait la réforme de 2003, ils ont fait la réforme en 2010 à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Il y avait beaucoup de monde dans la rue, bien sûr, qui s'est exprimé, ce qui est tout à fait légitime, mais pour autant, on n'a pas connu une situation de blocage comme nous la connaissons aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est le 35e jour que nous vivons aujourd'hui. Ça ne s'est jamais produit. Malgré ce contexte social et malgré cette situation inédite, le gouvernement fera sans doute passer sa réforme et une partie de l'opinion publique, singulièrement votre électorat, l'électorat de droite, y verra la preuve peut-être de l'audace réformatrice du président. C'est injuste pour les Républicains, pour la droite, non ? Mais regarde bien ce qui se passe. Le gouvernement a affiché 3 objectifs. Il a affiché l'objectif de l'équilibre financier. Aujourd'hui, avec la pénibilité, avec la revalorisation des pensions, avec l'augmentation d'un certain nombre de secteurs, personne au gouvernement n'est capable, et j'emploie un mot volontairement modéré, de nous dire combien la réforme va coûter. Moi, je vous le dis, ça va coûter des dizaines de milliards d'euros, et c'est à se demander si finalement... La réforme des retraites va nous coûter des dizaines de milliards d'euros, selon vous. J'affirme que personne ne pourra me contester que ça va coûter des dizaines de milliards d'euros, et ce qui est tout de même incombe, on peut se demander si finalement ils n'avaient rien fait, ça n'aurait pas été plus économique. Bon. Deuxième élément, ils annonçaient l'unification, un régime universel, et avec la suppression des régimes spéciaux. Bon, beauté du style, on ne parle plus de régimes spéciaux, on parle, attendez, tenez-vous bien, de régimes spécifiques. On en est à 11 dérogations. Troisième élément, c'était la simplification. Aujourd'hui, vous pouvez déjà, elle est très loin pour vous, mais vous pouvez déjà calculer à une centaine d'euros près votre retraite. Avec le système à points, c'est totalement impossible. Donc vous voyez, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de garantie financière. Rien de rien, vous ne voyez rien de bien cette réforme, même s'il faut la faire selon vous. Ce projet gouvernemental est amphigourique. Et là, je sens un nuage dans ce studio. Ça veut dire que c'est un projet en réalité embrouillé, obscur, illisible. Voilà, un mot compliqué pour dire les choses directement. Je voudrais maintenant faire réagir l'ancien ministre de l'Intérieur que vous avez été, Brice Hortefeux, à cette information qu'Europe 1 a révélée ce matin. C'est le chiffre de voitures brûlées durant la nuit de la Saint-Sylvestre. 1457 véhicules incendiés cette année. Silence de Beauvau sur le sujet parce que le ministre de l'Intérieur refuse désormais de commenter, de donner ces chiffres. Il a raison. Je pense qu'il a raison. C'est une décision que j'avais prise d'ailleurs en 2010. J'avais été critiqué à cette époque-là. Je n'avais donné aucun chiffre, j'allais dire, à chaud. C'est-à-dire le lendemain, notamment de la nuit de la Saint-Sylvestre. Et contrairement à ce que j'ai entendu sur votre antenne, exceptionnellement, il y a sans doute une petite erreur, et cela avait diminué de plus de 15%, parce que c'était mettre fin à une émulation. Pour autant, je donnais les chiffres, mais j'ai donné les chiffres
annuellement et de manière très Oui, précise. mais pardonnez-moi, est-ce qu'il n'y a pas quand même, puisque vous avez parlé d'un mot, je pourrais le reprendre tout à l'heure, mais il m'échappe à l'instant, une sorte de flou, une volonté peut-être, certains vont dire, de cacher ces chiffres, de ne pas donner la réalité de la situation sécuritaire en France en ce soir-là? Peut-être, mais je pense qu'on a raison néanmoins de casser cette émulation stupide de crétins dont le jeu est naturellement de mettre le feu à des voitures. Mais ce qui a changé depuis, et c'est donc à la décharge du gouvernement, ce qui a changé depuis, c'est que les réseaux sociaux ont compensé ou complété donc selon les vous, médias. c'est bien de ne pas donner ces chiffres, je pense que l'on même a si raison, la réalité on la connaît. mais en même temps, il faut naturellement qu'il y ait des sanctions, parce que la première des préventions, c'est la certitude de la sanction. Merci Brice Hortefeux, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Et moi j'ai appris un nouveau mot, amphigurique, ce matin. Confus, compliqué, volontairement. C'est la petite précision. Volontairement embrouillé. Merci Brice Hortefeux, merci Sonia Mabrouk. Vous êtes sur Europe 1, il est 8h29.